Is the pharmacist here your boss? I am the pharmacist. And the boss. You own this place? Yes, for 3 years. Huh. Right, sure. Well, like I said, I need those records. Now. And as I said, those records are protected by HIPAA. Legally, I cannot show them to you. Vous ne pouvez pas faire ça, je connais mes droits. La voix, stridente et empreinte d'une panique naissante, déchire le calme d'un après-midi parisien. C'est le son d'une autorité qui s'effondre, d'un prédateur devenu soudainement la proie. Cette supplique ne provient pas de la victime d'un abus de pouvoir, mais de son auteur, le brigadier Gérard Moreau, au moment précis où la réalité de sa situation cataclysmique le frappe de plein fouet. Ce cas, désormais archivé sous la référence 7B44A, le parc de la loi, est une étude clinique de la justice karmique, documentée sous tous les angles. Le 14 avril, à 15h32, dans l'enceinte prestigieuse du parc Monceau, une interaction initiée par un préjugé racial flagrant a dégénéré en un incident d'abus d'autorité aux conséquences financières et professionnelles irréversibles. La protagoniste de cette affaire est Maître Amandine Leroy, 42 ans, une procureure de la République respectée, spécialisée en droit constitutionnel, une femme dont la carrière a été bâtie sur une compréhension méticuleuse de la loi. L'antagoniste est le brigadier de police Gérard Moreau, 51 ans, un officier comptant 18 années de service, dont le dossier disciplinaire, bien que jamais sanctionné lourdement, était parsemé de plaintes pour contrôle d'identité abusif et d'un zèle déplacé. Ce qui a débuté comme une banale tentative de contrôle au faciès, une pratique malheureusement trop courante, s'est métamorphosé en un désastre total pour l'officier, culminant par sa révocation de la fonction publique, une procédure pénale à son encontre et des pertes financières personnelles et futures estimées à plus de 860 000 €. Chaque seconde de cette escalade a été immortalisée, transformée en preuve irréfutable par 3 témoins silencieux et objectifs. Le circuit de vidéosurveillance du parc, la caméra piéton du brigadier Moreau lui-même et l'enregistrement vidéo discrètement activé sur le téléphone portable de Maître Leroy. L'histoire qui suit n'est pas une fiction, mais la transcription factuelle d'un effondrement professionnel provoqué par un seul acte d'arrogance fondé sur la couleur de peau. Le décor de cet acte initial est d'une tranquillité presque picturale. Le soleil d'avril baigne le parc Monceau d'une lumière dorée, filtrant à travers les jeunes feuilles des marronniers. Des familles se promènent, des étudiants lisent sur l'herbe, et l'air est rempli du murmure apaisant de la vie parisienne. C'est dans ce cadre que Maître Amandine Leroy est assise sur un banc en fer forgé, complètement absorbée par les documents affichés sur sa tablette. Il ne s'agit pas d'une lecture de loisir, elle peaufine le réquisitoire final d'une affaire complexe de délit d'initié qui a fait la une des journaux nationaux. Sa concentration est palpable, une bulle de travail intense au milieu de la sérénité ambiante. Sa tenue, un pantalon de lin beige et un chemisier en soie marine, est décontractée, mais indéniablement élégante, le reflet d'une femme qui a réussi et qui n'a rien à prouver. Elle est l'incarnation même de la normalité et de la compétence, une citoyenne exerçant son droit de profiter d'un espace public tout en travaillant. De l'autre côté de l'allée principale, dissimulé par un massif de rhododendrons, le brigadier Gérard Moreau l'observe. Son journal de patrouille, qui sera plus tard disséqué par les enquêteurs de l'IGPN, montrera qu'il a fixé son attention sur elle pendant 7 minutes complètes et ininterrompues. Durant ce laps de temps, un pickpocket était signalé près du carrousel et un groupe d'adolescents faisait du bruit près de la Naomaki. Mais Moreau a ignoré ces distractions. Son regard est dérivé sur Amandine Leroy. Son esprit, façonné par près de 2 décennies de patrouille dans des quartiers difficiles et une méfiance croissante envers tout ce qui sortait de son cadre de référence, a tiré une conclusion rapide et erronée. Pour lui, une femme noire, seule, visiblement aisée, dans ce quartier du 8e arrondissement, ne pouvait être qu'une anomalie suspecte. Il n'a pas vu une magistrate au travail, il a vu une potentielle délinquante, peut-être en repérage pour un cambriolage ou impliquée dans un trafic quelconque. Son préjugé était si profondément ancré qu'il a agi comme une certitude professionnelle. Il a commencé sa traversée de la pelouse, sa démarche délibérée et lourde, chaque pas conçu pour projeter une autorité indiscutable. Sa main droite effleurait, de manière presque théâtrale, la crosse de son Six Hour, un geste d'intimidation inconscient ou calculé. En s'approchant, il a activé sa caméra piéton, convaincu qu'il allait enregistrer la preuve d'une infraction, et non les derniers instants de sa propre carrière. La confrontation était inévitable, non pas à cause des actions de Maître Leroy, mais à cause des certitudes tophiques qui bouillonnaient dans l'esprit du brigadier. Il allait perturber cette scène de paix avec la brute force d'un préjugé, ignorant que la femme qu'il s'apprêtait à interpeller maîtrisait l'instrument même qu'il pensait représenter, la loi, avec une expertise qu'il ne pouvait même pas imaginer. Son monde était sur le point de basculer, mais s'il ne le savait pas encore. Pour lui, c'était un autre contrôle, une autre occasion d'affirmer son pouvoir dans les rues Yargil. C'était une erreur de jugement qui allait lui coûter absolument deux. L'ombre du brigadier Moreau s'abattit sur l'écran de la tablette, une intrusion physique soudaine dans l'espace personnel de Maître Leroy. Il se planta délibérément entre elle et le soleil, un geste de domination élémentaire. Sa voix, forte et chargée d'une assurance mal placée, rompit le silence studieux. « Bonjour, vos papiers, s'il vous plaît. Et que faites-vous ici ?» La question n'était pas une requête, mais une accusation voilée. Maître Leroy ne leva pas immédiatement les yeux. Elle termina de lire sa phrase, un acte de défi passif qui fit instantanément monter la pression artérielle de l'officier. Puis, lentement, elle leva la tête, son regard neutre et analytique, comme si elle examinait un spécimen curieux plutôt qu'une figure d'autorité. « Bonjour, brigadier », répondit-elle d'une voix égale et posée. « Sur la base de quels soupçons légitimes me demandez-vous mes papiers ? J'exerce mon droit d'aller et venir dans un espace public, comme stipulé par la Constitution. »
La précision juridique de sa réponse, dénuée de toute émotion, agit sur Moreau comme de l'huile sur le feu. Il n'était pas habitué à une telle répartie. Dans son expérience, les contrôles de ce type se soldaient soit par une soumission craintive, soit par une explosion de colère. Cette résistance calme et intellectuelle le déstabilisa complètement. Son visage, déjà sévère, se durcit davantage. Un tic nerveux apparut au coin de son œil droit. La caméra piéton, fixée à son torse, enregistrait la crispation de sa mâchoire. Il interpréta sa connaissance de la loi non pas comme le signe d'une citoyenne informée, mais comme l'arrogance d'une criminelle qui pensait pouvoir le manipuler. « Vous refusez d'obéir à un ordre de la police », lança-t-il, le ton montant d'un cran. « C'est un outrage. Soit vous me donnez vos papiers, soit je vous emmène au commissariat pour rébellion. » L'accusation était juridiquement absurde. L'outrage nécessite un ordre légal pour exister, et la rébellion implique une résistance violente. Moreau ne le savait pas, ou s'en fichait. Il utilisait les mots comme des gourdins, cherchant à intimider et à provoquer une réaction qui justifierait son intervention. L'attention de quelques passants commençait à être attirée. Un couple de touristes s'arrêta à distance, et une jeune femme lisant sur l'herbe baissa son livre, observant la scène avec une inquiétude visible. Le théâtre public de l'humiliation que Moreau avait prévu de mettre en scène commençait, mais le rôle principal n'était pas celui qu'il imaginait. Maître Leroy resta parfaitement immobile, son calme devenant une arme passive d'une efficacité redoutable. Elle ne scia pas face à la menace. Au lieu de cela, elle inclina légèrement la tête, un geste qui transmettait à la fois de la pitié et une profonde déception. « Brigadier, dit-elle, sa voix conservant la même clarté de cristal, vous semblez confondre les procédures. Pour qu'il y ait délit de rébellion, l'ordre initial doit être légal et fondé. Votre ordre, en l'absence de tout motif valable et raisonnable, est manifestement illégal. Il constitue un abus d'autorité, une infraction sanctionnée par l'article 432-4 du Code pénal. Je vous suggère donc, pour le bien de votre carrière, de reconsidérer votre conduite et de me laisser poursuivre mon travail. » Chaque mot était une dissection chirurgicale de son incompétence. Elle ne l'insultait pas, elle lui faisait un cours de droit, publiquement, tout en étant filmée par son propre équipement. Pour Gérard Moreau, ce fut l'humiliation de trop. Son préjugé racial, sa frustration professionnelle et son ego meurtri fusionnèrent en une vague de fureur irrépressible. La rationalité l'abandonna complètement. Toute la formation qu'il avait reçue sur la désescalade s'évapora. Il ne voyait plus une citoyenne, mais un symbole de tout ce qu'il méprisait, une autorité intellectuelle qui exposait ses propres failles. C'est à cet instant précis, enregistré à 15h39 et 12 secondes par 3 dispositifs distincts, qu'il prononça la phrase qui anéantirait sa vie. « Je me fiche de la loi, madame », cracha-t-il, le visage congestionné par la rage. « Ici, dans ce parc, l'autorité, c'est moi. » Un silence stupéfait suivit sa déclaration. Les quelques témoins retenaient leur souffle. C'était une confession, une déclaration de tyrannie en miniature. Enhardi par sa propre audace, Moreau fit un pas en avant, son intention claire. Il tendit la main, non pas pour la menotter, mais pour arracher la tablette de ses genoux, convaincu que cet objet contenait la preuve de l'illégalité qu'il avait inventée de toutes pièces. C'était son erreur finale, un acte physique qui allait déclencher une réaction en chaîne dévastatrice et immédiate. Que feriez-vous si vous étiez confronté à un abus d'autorité aussi flagrant? Tenteriez-vous de raisonner ou utiliseriez-vous une autre stratégie? Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir la suite de cette incroyable affaire de justice documentée. Loin de reculer, le brigadier Moreau interpréta le calme glacial de Maître Leroy comme l'ultime provocation. Son esprit, incapable de traiter l'information qu'il venait de recevoir, rejetait la réalité en bloc. Procureur de la République, c'était impossible, un mensonge grotesque inventé pour le déstabiliser. Son préjugé était une forneresse si impénétrable que même la vérité ne pouvait y trouver la moindre fissure. Pour lui, elle était une manipulatrice qui jouait un rôle, et il n'allait pas tomber dans le panneau. S'il reculait maintenant, devant ces témoins qui le fixaient, il perdrait la face. Son ego, déjà en lambeaux, ne le supporterait pas. Il décida donc de doubler la mise, de transformer cette confrontation en une démonstration de force absolue. La caméra de surveillance du parc, montée sur un grand mât d'éclairage à une 50aine de mètres, continuait d'enregistrer la scène avec une clarté clinique et indifférente, capturant chaque nuance de son autodestruction imminente. Moreau fit un pas en arrière, non pas en signe de retrait, mais pour créer une distance théâtrale. Il sortit sa radio de son étui avec un geste brusque et délibéré. C'était l'acte irréversible, le point de non-retour. Il allait officialiser son erreur, la graver dans les registres de la police. « Vous jouez à un jeu dangereux, madame », lança-t-il, sa voix tremblant d'une rage contenue. « On va voir si vous faites toujours la maligne au commissariat. » Il appuya sur le bouton de transmission, le crépitement de la radio déchirant l'atmosphère tendue du parc. « Ici Moreau, unité 8. Je demande des renforts immédiats au parc Monceau, allée principale. Individu féminin, refuse d'obtempérer, se montre agressive et menace l'autorité. Possible outrage et rébellion. » La description qu'il fit était une pure fiction, une inversion totale des faits que sa propre caméra piéton était en train d'enregistrer. Il ne demandait pas de l'aide. Il appelait des complices pour valider son abus de pouvoir. Chaque mot prononcé dans cette radio était un clou de plus dans le cercueil de sa carrière. Maître Leroy, elle, ne bougea pas. Elle l'observait faire, son expression passant de la déception à une sorte de résignation clinique, comme un médecin regardant un patient refuser le seul traitement qui pourrait le sauver. Elle savait que la partie était terminée, et qu'il venait de la perdre de la manière la plus spectaculaire qui soit. La communication fut établie. Les renforts étaient en route. La communication radio terminée, un sourire suffisant étira les lèvres du brigadier Moreau.
Il avait gagné. Les renforts allaient arriver, et cette femme arrogante serait mise au pas, son histoire de droit constitutionnel réduite à un murmure humilié dans le vacarme d'un commissariat. Il se voyait déjà rédiger son rapport, se dépeignant en héros de la fermeté républicaine face à une rebelle. La brise légère qui agitait les feuilles des arbres semblait applaudir sa victoire imminente. C'est à cet instant précis, dans le silence suspendu entre son appel et l'arrivée des sirènes, que la dynamique du pouvoir ne s'est pas simplement inversée, elle s'est atomisée. Maître Amandine Leroy se leva de son banc. Le mouvement ne fut ni précipité ni craintif. C'était un déploiement lent et délibéré de présence. Plus grande qu'il ne l'avait estimé, sa posture droite et son regard d'acier lui conféraient soudain une autorité qui n'avait rien à voir avec le défi, mais tout à voir avec le commandement. Elle rangea sa tablette dans son sac en cuir avec un calme olympien, puis plongea la main à l'intérieur, non pas pour chercher une pièce d'identité, mais un petit portefeuille en cuir noir. Moreau la regarda faire, une pointe d'incertitude commençant à ranger sa certitude. Elle ne semblait pas intimidée. Au contraire, elle semblait se préparer à prendre les choses en main. Sa voix, lorsqu'elle parla de nouveau, n'était plus celle d'une citoyenne se défendant, mais celle d'une autorité énonçant un verdict. Elle était plus forte, plus nette, conçue pour porter à travers l'espace et ne laisser aucune place à l'interprétation. Brigadier Gérard Moreau, commença-t-elle, et l'usage de son nom complet, comme au début d'une procédure formelle, le fit tressaillir. Je m'appelle Amandine Leroy. Elle ouvrit son portefeuille et en sortit non pas une carte d'identité, mais une carte tricolore frappée du sceau de la République française. Je suis procureur de la République. Le temps sembla se figer. La caméra piéton de Moreau, toujours en marche, enregistra le moment où ses yeux se posèrent sur la carte, puis remontèrent vers le visage de Maître Leroy. La connexion se fit dans son cerveau avec la lenteur d'un cataclysme. Les mots, l'assurance, la connaissance parfaite de la loi, tout prenait soudain un sens terrifiant. Le préjugé sur lequel il avait bâti toute son intervention, cette certitude confortable qu'une femme noire dans ce quartier était forcément suspecte, s'effondra comme un château de cartes dans un ouragan. Son visage, rouge de colère quelques secondes auparavant, devint d'une pâleur cireuse. La caméra de surveillance du parc, d'un point de vue élevé et impitoyable, captura sa paralysie totale. Il était figé, la bouche légèrement entr'ouverte, son cerveau luttant pour réconcilier deux réalités incompatibles. Mais Maître Leroy n'avait pas terminé. Cette tablette, poursuivit-elle d'un ton glacial, contient des documents confidentiels relatifs à une instruction en cours du ministère public. En tentant de la saisir, vous n'avez pas seulement commis un abus d'autorité et une interpellation illégale, mais aussi une tentative d'entrave à la justice et de violation du secret de l'instruction. Chacun de ces délits est passible de peine de prison ferme. Elle fit une pause, laissant le poids de ses paroles l'écraser. Votre caméra piéton, les caméras de ce parc et mon propre téléphone, qui enregistre notre conversation depuis la première seconde, constituent des preuves matérielles irréfutables de votre forfaiture. Votre carrière, brigadier, est officiellement et irrévocablement terminée. Vous venez de la détruire ici, en direct. C'est le moment de la catharsis, la révélation qui démantèle l'agresseur. Quelle note donnez-vous au rebondissement de cette histoire? Notez de 1 à 10 dans les commentaires et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir la justice en action. Le son lointain des sirènes, d'abord une simple note plaintive dans le bruit de fond de la ville, s'intensifia rapidement, se transformant en un hurlement strident qui convergeait vers le parc. En moins de 4 minutes, 2 véhicules de police, une berline et un fourgon, franchirent les grilles du parc Monceau et s'arrêtèrent avec un crissement de pneus sur l'allée principale, à une vingtaine de mètres du banc. Les portes s'ouvrirent et 4 officiers en sortirent, leur attitude empreinte d'une urgence professionnelle. À leur tête se trouvait le capitaine Luc Dubois, un homme d'une 50aine d'années au visage buriné par l'expérience, le superviseur de secteur de Moreau. L'enregistrement de la caméra piéton du capitaine Dubois, synchronisé avec la vidéosurveillance du parc, documente la seconde précise où la hiérarchie policière valide l'autorité de la magistrate. Dubois s'avança d'un pas rapide, son regard balayant la scène pour évaluer la situation. Son subordonné, le brigadier Moreau, dont le visage était d'une pâleur de cire, et une femme grande, impeccablement vêtue, qui se tenait debout avec une immobilité souveraine. Son regard s'arrêta sur elle. Une lueur de reconnaissance, puis de stupeur, traversa ses yeux. Il la connaissait. Pas personnellement, mais son visage avait été diffusé dans toutes les préfectures de France lors de sa nomination à un poste clé du parquet de Paris. C'était maître Amandine Leroy, une figure respectée et redoutée du système judiciaire. La posture du capitaine changea instantanément. L'approche d'intervention se mua en une attitude de déférence formelle. Il s'arrêta net à 3 mètres d'elle, se mit presque au garde-à-vous, un réflexe conditionné face à une autorité supérieure. Les 3 autres officiers, observant la réaction de leur supérieur, comprirent immédiatement que quelque chose d'extraordinairement grave venait de se produire. Ils s'immobilisèrent, devenant des spectateurs silencieux de l'effondrement de leurs collègues. Le murmure des passants s'était tu. Le parc entier semblait retenir son souffle. « Bonjour, madame la procureure », dit Dubois, sa voix neutre mais chargée de respect. « On m'a signalé un incident. Y a-t-il un problème ?» La question était purement rhétorique. Le problème était évident, et il se tenait là, tremblant, sous l'uniforme du brigadier Moreau. Pour Moreau, ce simple titre, prononcé par son propre supérieur, fut le coup de grâce. Ce n'était plus une affirmation, c'était un fait, validé par son propre monde. Maître Leroy ne tourna même pas la tête vers le brigadier Moreau. Il avait cessé d'exister en tant qu'interlocuteur. Il n'était plus que l'objet de la procédure qu'elle venait d'initier. Elle fixa le capitaine Dubois. Son regard ne contenait ni colère ni triomphe, mais l'impassibilité d'une loi en mouvement. «
Capitaine, dit-elle d'une voix claire et mesurée qui portait sans effort dans le silence ambiant. Votre subordonné, le brigadier Gérard Moreau, vient de se livrer à un contrôle d'identité discriminatoire et manifestement illégal. Face à mon rappel des procédures, il a déclaré, je cite, « se ficher de la loi » avant de tenter de saisir par la force des documents confidentiels relatifs à une instruction du ministère public. L'intégralité de la scène, y compris sa déclaration, a été enregistrée par de multiples dispositifs, dont sa propre caméra piéton. Chaque mot était un clou planté dans le circuit professionnel de Moreau. Elle fit une courte pause, puis continua, sa voix se durcissant légèrement, passant de la narration des faits à l'énoncé d'un ordre. En ma qualité d'officier de police judiciaire et de représentante du ministère public, j'exige que le brigadier Moreau soit immédiatement désarmé. Sa caméra piéton doit être saisie et placée sous scellé en tant que pièce à conviction principale. Je demande qu'il soit placé en garde à vue pour abus d'autorité, tentative d'entrave à la justice et outrage à l'institution judiciaire, et qu'il soit conduit sans délai dans les locaux de l'inspection générale de la police nationale pour y être entendu. Le capitaine Dubois ne montra aucune hésitation. Il comprenait parfaitement qu'à cet instant, sa carrière dépendait de sa célérité et de sa soumission totale à la procédure. Il fit un signe de tête sec à ses deux subordonnés. Allez-y. La scène qui suivit fut d'une humiliation clinique et rapide. Les deux officiers s'approchèrent de Moreau, qui semblait paralysé par le choc. L'un lui retira son Six Hour de son étui avec des gestes précis et impersonnels, tandis que l'autre détachait la caméra piéton de son uniforme. Le cliquetis métallique des équipements qu'on lui retirait résonna comme un verdict. Moreau ne dit rien. Il laissait faire, le regard vide, son corps affaissé. Il était devenu un civil en uniforme, dépouillé de toute son autorité devant des dizaines de témoins. Escorté vers le fourgon, il passa devant Maître Leroy sans oser croiser son regard. Son téléphone était de nouveau à son oreille. L'effondrement de Moreau n'était que le début. La phase de quantification de sa ruine allait commencer. L'onde de choc de l'incident du parc Monceau ne s'est pas dissipée avec le départ du fourgon de police. Au contraire, ce n'était que l'épicentre d'un séisme administratif et judiciaire dont les répliques allaient méthodiquement démanteler chaque pilier de l'existence de Gérard Moreau. La procédure qui s'ensuivit fut d'une rapidité et d'une brutalité exemplaires, alimentée par des preuves vidéo si accablantes qu'elles rendaient toute défense non seulement futile, mais insultante pour l'intelligence de ses supérieurs. Dès son arrivée dans les locaux austères de l'Inspection générale de la police nationale, l'IGPN, Moreau fut confronté à la réalité brute de sa situation. Dans une salle d'interrogatoire sans fenêtre, les 3 enregistrements vidéo furent diffusés en synchronisation sur des écrans séparés. Il se vit, sous 3 angles différents, harcelé, menacé et finalement humilier une magistrate de la République avant de prononcer la phrase qui avait scellé son destin. « Je me fiche de la loi ». Il n'y eut aucune tentative de justification. Le préjugé qui avait animé ses actions semblait soudainement pathétique et indéfendable, même à ses propres yeux. Sa suspension administrative fut immédiate, signifiée avant même la fin de sa garde à vue. Son salaire de 2 850 € net par mois fut gelé, marquant le début d'une hémorragie financière qui ne s'arrêterait jamais. Le conseil de discipline, convoqué en urgence, fut une simple formalité. En moins de 90 jours, un record de célérité, la commission rendit son verdict. Le rapport final, un document de 40 pages, qualifiait ses actions de trahison de son serment et d'actes portant un préjudice incalculable à l'image de la police nationale. La sanction fut la plus lourde possible, la révocation de la fonction publique sans droit à indemnité. 18 années de service, de cotisation et d'espoir de retraite s'évaporèrent en un instant. Simultanément, la machine pénale s'était mise en marche. Le parquet, dont Maître Leroy était une éminente représentante, le poursuivit pour abus d'autorité, tentative d'entrave à la justice et discrimination avérée. Son procès fut court. Le juge, en lisant son verdict, ne mâcha pas ses mots, décrivant Moreau comme l'incarnation d'un pouvoir arbitraire qui mine la confiance des citoyens. Il fut condamné à 18 mois de prison avec sursis, une amende de 15 000 € et, plus dévastateur encore, à une interdiction définitive d'exercer toute fonction publique ou de détenir une arme. Professionnellement, il n'était plus rien. Mais la ruine ne s'arrêta pas là. Maître Amandine Leroy, agissant en tant que citoyenne, engagea une procédure civile pour violation de ses droits fondamentaux et préjudice moral. Pour éviter un procès public encore plus dommageable, l'État transigea, mais le tribunal statua que la faute personnelle de Moreau était si grave qu'il devait en assumer une part significative. Il fut condamné à lui verser personnellement 85 000 € de dommages et intérêts. Pour réunir cette somme, il dut vendre l'appartement qu'il avait mis 15 ans à payer, un 3 pièces dans une banlieue modeste. La quantification totale de sa ruine est une leçon d'arithmétique karmique. La perte de son salaire, les 25 000 € de frais d'avocat pour ses 3 procès perdus d'avance, l'amende de 15 000 € et les 85 000 € de dommages et intérêts représentaient une perte sèche et immédiate de 125 000 €. Mais le coup le plus terrible fut la perte de ses droits à la retraite. Une analyse actuarielle, demandée par son avocat pour une vaine tentative de recours, estimait la valeur capitalisée de sa future pension de la fonction publique à plus de 750 000 €. Le coût total de ces 7 minutes de préjugés dans un parc s'élevait donc à plus de 875 000 €. Pendant ce temps, Maître Leroy continuait son ascension. Loin d'être affectée, sa réputation de calme et de compétence fut renforcée. L'année suivante, elle fut promue procureure générale adjointe. Dans un acte de justice poétique ultime, elle intégra les enregistrements de son altercation avec Moreau dans le programme de formation de l'École nationale de la police. La vidéo, désormais connue sous le nom de cas d'études Moreau, est projetée à chaque nouvelle promotion de jeunes officiers comme l'exemple parfait de ce qu'il ne faut jamais faire. Un avertissement permanent sur la manière dont un seul acte de discrimination peut anéantir une carrière et une vie. Gérard Moreau, quant à lui, trouva un travail de nuit comme agent de sécurité dans un entrepôt. Un poste précaire payé au salaire minimum, un fantôme en uniforme sans aucun pouvoir. A-t-il jamais compris que ce n'était pas Maître Leroy qui l'avait détruit, mais son propre reflet dans le miroir de ses préjugés? A-t-il réalisé que l'autorité qu'il vénérait tant n'est légitime que lorsqu'elle est au service de la loi et non au-dessus d'elle? Le prix du préjugé, dans son cas, n'était pas une simple amende ou une réprimande. Le prix, c'était tout. Avez-vous déjà été témoin d'un cas de justice aussi rapide et complet? Partagez vos histoires dans les commentaires et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour montrer que personne n'est au-dessus des lois.